Oh, je le sens. Oui, c'est une montée de haine. Attention, c'est parti. Désolé pour ce long hiatus, la vidéo sur Kingdom Hearts 3 aura déclenché sa petite cascade d'imprévus qui m'aura notamment séparé de ma caméra quelques temps, mais surtout jeté dans une petite déprime pas piquée des hannetons, qui est directement liée d'ailleurs à la sortie de Kingdom Hearts 3, mais on y reviendra en temps et en heure. Ce qu'il faut savoir pour cette vidéo, c'est que quand moi je déprime, je me désintéresse totalement de toute activité qui n'a aucun rapport avec dormir ou manger. Et ça tombe bien, ces mois de un peu moins bien ont coïncidé avec la saison 10 de Top Chef, qui était bien pourrie, et qui m'a fait réaliser que je pouvais de moins en moins voir Philippe Etchebest à la télé. Les plus malins d'entre vous auront compris en regardant la miniature que cette vidéo est sur Cauchemar en cuisine et non Top Chef, mais j'ai besoin de cet exemple pour pouvoir vous expliquer pourquoi la version française, qu'on va très peu analyser, a perdu d'avance. Parce que la dernière saison de Top Chef est le point culminant de 10 ans de télévision où Philippe Etchebest a graduellement appris à capter l'intention de la caméra et forcer des situations qui lui sont favorables. Que ce soit quand il chambre Michel Saran et Hélène Darroze, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire en retour d'ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça commence tout juste et Philippe essaie déjà de nous déconcentrer. Qu'il s'insère dans des épreuves ou qu'il clame la victoire définitive. Oh pardon, oui, c'est un spoiler de Top Chef saison 10. Alors qu'il a dû être repêché pour les phases finales, Philippe Etchebest déploie son ego devant l'objectif et M6 se plie en 4 pour accommoder celui qu'il considère comme étant le Gordon Ramsay français. Et je ne dis pas qu'avoir de l'ego c'est mauvais, ni même que Philippe Etchebest ne mérite pas d'être considéré comme le Gordon Ramsay français. En tout cas, en termes de productivité à l'écran, il l'est clairement. Je dis juste qu'en termes de personnalité, il y a des différences fondamentales qui font qu'en définitive, je suis capable de regarder Gordon Ramsay parler de cuisine pendant des heures, alors que je grince des dents quand je vois Philippe Etchebest promouvoir du Saint-Agur à foison. Ce qui me fait d'ailleurs penser... Il faut des produits pour le grand public et le Saint-Agur peut correspondre à cette demande. Ce qui me dérange plus par contre, c'est qu'un grand chef au col bleu, blanc, rouge défende des valeurs de l'industrie au lieu de petits produits de petite production. Ingrédient incontournable. Ingrédient incontournable. Mais puisque je viens de mettre Gordon Ramsay dans l'équation, arrêtons-nous sur le personnage. Il a créé beaucoup d'émissions au profil très différent, où son degré de bienveillance envers les candidats varie entre réconfort d'enfant dans MasterChef Kids. What happened? I don't know. Don't worry, look, I'm here to help you. Please don't get upset. Hey, don't worry. Let's start again, shall we? À la tempête de feu supranucléaire dans Hell's Kitchen. Get out there and tell them you're dragging two. And you go to the customers and tell them you it up. I need another jacket, though. I can't go out there with this jacket. Hey, come here, you. If I tell you to get out there, I don't give a if you got a thong up your fat crack. Get out there! Ce qui montre qu'il peut s'adapter à son audience avec un bel éventail d'émotions, et pourtant j'hésite à le qualifier d'acteur. Il a clairement appris à éviter la caméra du regard ou maintenir l'attention sur un set de tournage, mais une bonne partie de ce qu'il a à dire provient de son amour pour la cuisine. Et c'est là où il resplendit dans ses émissions qu'on peut d'ailleurs trouver sur YouTube, où il partage ses recettes, seul ou en famille. C'est d'ailleurs ce qui manque cruellement à Philippe Etchebest quand il vante les mérites de... Aujourd'hui, j'ai demandé à Guillaume de refaire cette épreuve délicate, mais en intensifiant le goût au Saint-Agur. Ingrédient incontournable. Ah oui d'ailleurs, un petit détail qui m'a fait marrer, le Saint-Agur, c'est pas du roquefort, c'est du fromage à pâte persillée. Ce qui me fait penser à ça. Salut les amis, c'est encore moi. C'était juste pour vous dire que ce que dit Pires, c'est de la merde. Et que le roquefort, c'est une petite partie des pâtes persillées qui est un grand univers. Je suis pas en train de dire que Ramsay est parfait, ceci dit. Certaines de ses émissions, comme Hotel Hell, avaient l'air d'un concept essoufflé dès le premier épisode. Et puisqu'on est sur le sujet... Mais ce qui fait sa force, c'est avant tout de communiquer son amour de la bonne bouffe. Ce qui nous amène directement à Cauchemar en cuisine, l'émission qui a fait découvrir Gordon Ramsay aux yeux du grand public français, où il va se rendre dans des restaurants à problème pour essayer de les remettre à flot. Et l'émission a connu deux déclinaisons. La première,
en 2004 au Royaume-Uni et la deuxième en 2007 aux États-Unis. Et c'est la différence entre les deux qui réveille les failles de Philippe Etchebest en tant qu'homme de télévision. On va analyser tout ça, mais avant tout un petit mot sur mes sources. Un peu comme avec la bataille des Maigret, je vais préférer sous-titrer les versions originales et je m'excuse déjà en avance pour ceux qui n'aiment pas lire. C'est pas que j'accorde de l'importance au timbre unique de Gordon Ramsay, mais sans déconner, quand je regarde le doublage de Cauchemar en cuisine, j'ai l'impression de voir un sketch de François Pérus. Attends un peu, laisse-moi finir. Vire ton doigt. Ne me touche pas et écoute-moi bien. T'as une cuisine dégueulasse. Va te faire voir. Pigé? Casse-toi. C'est le chien que t'es en train de clouer. Donc, Cauchemar en cuisine version britannique ou Ramsay's Kitchen Nightmare en version originale laisse Gordon Ramsay vadrouiller le Royaume-Uni et parfois même jusqu'à Paris ou en Espagne pour analyser des restaurants et la raison de leur échec. La majorité du temps, on va pas se mentir, c'est parce que la bouffe est pourrie. Mais la majorité du temps, c'est aussi le symptôme qui cache la maladie. Et la vraie raison ne se résume que rarement à « parce que c'est nul à chier ». Prenons l'exemple du tout premier épisode où le chef est effectivement nul à chier, mais il est surtout super jeune et il est uniquement en place parce que la propriétaire tombait dans un gouffre financier et elle a dû faire un pari sur lui qui a mal tourné et qui la hante. Ou on peut prendre un autre épisode dans lequel le chef a une excellente brigade mais il n'a pas confiance en eux et son attitude un poil je m'en foutiste tue la cuisine en plus du fait que de base il est pas très bon. Et puis il y a cet épisode assez complexe où Gordon va se déplacer jusqu'à Paris pour trouver un resto en péril, découvre un chef si incompétent et borné qu'il est obligé de le virer manu militari en plein service et le remplace par une jeune chef suffisamment talentueuse pour rejoindre les cuisines d'un 2 étoiles Michelin avant de découvrir que la proprio est la pire de toute la clique et que le restaurant était condamné depuis le début. Et puis on peut tomber sur des épisodes certes beaucoup plus minoritaires où la bouffe est très bonne et le resto galère quand même. Et ces épisodes-là, c'est les plus intéressants. Justement parce qu'ils brisent la norme, on peut facilement comprendre pourquoi un restaurant ferme quand la bouffe est pas bonne. Mais quand par exemple un millionnaire investit dans une brigade de superstars qui ont tous l'expérience et le talent d'atteindre une étoile au Michelin, et que les tables sont toujours vides, là ça devient juteux. Mais ça montre aussi à quel point le monde de la restauration est complexe et surtout peuplé de vraies personnes avec de vrais problèmes, peu importe qu'en pense la proprio du tout premier épisode, qui est allée voir les journaux pour scander au complot à droite à gauche, alors qu'elle voulait tout simplement pas reconnaître que son chef cuistot prenait tout par-dessus la jambe et que c'est ça qui a tué son business. Et puisque je mets le sujet du réalisme et de la réalité sur la table, je crois qu'il est temps de passer à l'adaptation américaine. D'ailleurs, avant de commencer le script, j'avais peur que les deux adaptations ne soient plus similaires que dans mes souvenirs, parce que bon, globalement, la soupe est la même, n'est-ce pas ? 1-1. L'intro du premier épisode est suffisante pour nous montrer le contraire. It will be intense. So all, you dirty pig! Would we need a death in the restaurant before some gets the grip? I thought your food was crap. Look at them. It's rotten! I've eaten it! Et subitement, la différence est très claire. C'est plus Gordon Ramsay qui fait la preview de l'épisode, mais un narrateur professionnel qui a clairement les mots bien choisis pour mettre de la tension sur la preview de l'épisode, avec la musique bien dramatique qui va avec, et les morceaux choisis sont remplis de gens qui hurlent. Et subitement, on comprend que c'est pas vraiment la vie du restaurant qui intéresse la caméra, mais surtout le gros spectacle qui va derrière. Subitement, tous les restaurants ont les mêmes problèmes. Toutes les cuisines sont dégueulasses à en inviter les verres, il n'y a jamais de communication, sauf quand il s'agit de se gueuler dessus. Si le restaurant est tenu par une famille, ils se détestent tous jusqu'à à peu près la fin, et bien entendu, la bouffe est à chier. Le proprio est dans le déni le plus complet, et c'est la petite serveuse qui est jamais d'accord et qui va lui révéler une fois qu'elle se sent protégée par Gordon. Les mêmes situations, les mêmes résolutions, le tout sur les mêmes musiques, avec les mêmes prises de vue. On peut dire que la version brexitanienne suit une formule, oui c'est vrai, mais chaque restaurant a un problème principal qu'il faut détricoter, et s'il y en a un deuxième qui se cache sous le premier, en gros le resto il est plus ou moins foutu. Là dans la version américaine, tous les restaurants ont 4 ou 5 problèmes d'importance à la fois égale et critique, et ils ont tous résolu par miracle juste un petit peu avant la fin, et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Du coup, on se dit que la seule différence dans le traitement, et c'est le truc qui doit fonctionner, c'est qu'il suffit de gueuler sur tout le monde.
Are you stupid? It's rotten, you idiot. It's rotten. It's disgusting. Tell him in your language he'll kill somebody. You must be out of your tiny mind. What do we need, a death in the restaurant before some gets a grip? It's embarrassing. Why are you serving it? You don't care. Et c'est ainsi qu'on découvre une nouvelle facette de Gordon Ramsay qui semble ne pas coller avec son original britannique, mais le flegme qui va avec, mais qui tout à fait curieusement correspond à l'image que le public américain se faisait du personnage. Explication. En France, on ne connaît Gordon Ramsay qu'avec 2 versions de Cauchemar en cuisine, qui ont été majoritairement diffusées sur Paris Première, mais entre le tournage des versions britanniques et US, Gordon Ramsay s'est révélé outre-Atlantique avec une autre émission, Hell's Kitchen, qui est un peu mon plaisir coupable. C'est une émission de télé-réalité où les participants testent avant tout leur capacité à maintenir un restaurant dans le but d'en diriger un. Ce qui a, à mon sens, un peu moins de valeur éducative que Top Chef, puisque ça fait moins appel à la créativité et aux connaissances culinaires des participants. Mais en contrepartie, l'émission a une valeur divertissante très particulière. Tout est sous crack! Sing it. Two halibut, one beef. Everybody's saying something different. Everybody's saying something different. 2 halibut, 2 pork, 1 lamb, 1 beef. 2 halibut. 2 pork, 1 lamb, 1 beef. Again. 2 halibut, 2 pork, 1 lamb, 1 beef. This is not happening. This is not happening. L'intensité des séquences se doit d'être constamment à 100 à l'heure, et pressé comme des citrons, il n'y a pas un seul candidat qui passe une soirée sans merder au moins une fois, et comme ce sont censés être des pros, Gordon n'a pas de scrupule à leur hurler dessus, et ça en devient magique. This is ridiculous, and you need to get a grip, and you need to grow some quickly, otherwise you and you can off on that cart, and I'll push you down La Brea. You're professional chefs, and you're acting like idiots. Et oui, c'est complètement hilarant de voir ce bon gros défouloir, mais ça a eu pour effet pervers de créer aux yeux du public américain l'image d'un type en proie à ses coups de sang. Et cette image, il a fallu la préserver. C'est pour ça qu'on passe d'un Gordon toujours compréhensif à un Gordon impulsif qui va jusqu'à recréer les moments signatures de Hell's Kitchen, malgré le fait que ce soit pas vraiment transposable. Come here, all of you. Just touch them. Put your hand on top. Put your hand on top. I'm pulling it on top. I need to get over there. Stone cold. Red team. You. Stop. Get out! Where's the worry on your faces? If you're my brigade. I would have fired you 16 years ago. You, and you. Parce que c'est ça la vraie différence entre Cauchemar en cuisine version outre-Manche et version outre-Atlantique. Le premier, c'est une analyse d'un problème pas très subtil, mais toujours méticuleuse, alors que l'autre, c'est uniquement pour maintenir une image de marque. La version britannique se concentre sur le restaurant, la version américaine sur Gordon Ramsay. Alors quand je regarde notre version française et qu'avant même le générique on a pêle-mêle Etchebest qui hurle, des patrons qui s'engueulent, de la musique de trailer pour film apocalyptique, des cris, des larmes et des punchlines... Le contrat est clair, je suis là pour les sortir de la mouise, par tous les moyens. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Bah j'ai pas besoin de me poser 107 ans la question pour savoir quelle version a le plus influencé les producteurs français, et que l'opération de base, c'était de nous servir une belle plâtrée de Philippe Etchebest, ce qui a d'ailleurs suivi l'année d'après par Cauchemar à l'hôtel, en 2014 Objectif Top Chef. Bah, c'est le même plan de saturation d'image qui a eu lieu avec Stéphane Plaza et Karine Le Marchand. Vous allez me dire, toutes les chaînes ont fait ça et tous les médias ont toujours fait ça. Oui, c'est vrai. Mais au début de la diffusion de notre Cauchemar en cuisine 100% franco-corico, Télé Loisirs sortait une petite interview qui a depuis été ressortie pour faire du neuf avec du vieux, ce qui est contre le règlement de YouTube, mais je digresse, et qui disait ceci. Je joue pas un rôle, et puis on me demande de rien. De toute façon, c'était un petit peu les conditions pour que j'accepte de faire Cauchemar en cuisine au tout début. C'est vrai que j'avais été un peu réticent, donc je ne voulais pas jouer de rôle, et puis je voulais qu'on raconte la vérité, qu'on triche pas avec les images. Et c'est ainsi que le magazine, que ce soit par malice ou par incompétence,
complètement détruit ce que vient de dire le chef Etchebest en illustrant avec des images de Cauchemar en cuisine version britannique en parallèle avec Cauchemar en cuisine version française. Et rien qu'avec ces tout petits extraits, on peut déjà voir la différence de ton et de réalisation des deux émissions. Whoopsie! Et quand je vois qu'aujourd'hui Philippe Etchebest est obligé de faire du tapin pour du Roquefort bon marché, pardon, du fromage à pâte persillée bon marché, je me dis que ce petit quelque chose qui est soit de la naïveté stupide, soit de l'hypocrisie la plus complète, fait que nous autres Français, en termes de remake pourri ou adaptation merdique, bah mine de rien, on n'est pas en reste. Ce qui fait que ma recherche n'est pas terminée. Salut à tous et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous en prie, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je sais qu'on vous le dit tout le temps, mais ça nous aide quand même. Et si vous aimez les produits du terroir, je vous en prie, allez soutenir votre fromager local. Il vous aime et vous l'aimez aussi.